s'adresse d'ailleurs dans ce discours? Seulement à sa population, vous croyez? Il s'adresse à plusieurs personnes. Qui sait qu'il est scruté dans le monde entier à ce moment-là? Il sait que ce type de discours va être scruté dans le monde entier, donc il s'adresse d'abord à sa population parce que vraisemblablement le conflit va durer et donc du coup il doit mobiliser son pays pour dire regardez, voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre et pourquoi est-ce qu'on doit durer et maintenir les efforts de guerre pendant une période qui soit plutôt longue. Il faut se rappeler notamment qu'il prépare cette guerre depuis 2014. Quand vous regardez les choix stratégiques effectués notamment sur le point de vue de la politique économique par Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Crimée, en fait il a redirigé ses actifs en passant. Ses actifs étaient plutôt dans les pays de l'Union européenne et il les a transférés notamment en Nord et principalement en Chine. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il adresse un message aux autres pays, notamment européens, américains et ukrainiens, en disant regardez, je suis déterminé et je vais maintenir l'effort de guerre pendant longtemps. La difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'en fait le conflit est en train de se polariser. Dans la mesure où Vladimir Poutine ne peut pas perdre ce conflit, dans la mesure où s'il perd ce conflit, vraisemblablement il pourrait être putché et destitué. C'est le premier élément. Il mettra le temps qu'il faudra, mais il ira jusqu'au bout. Les États-Unis ont refusé, notamment lorsque Zelensky était prêt à dire que son pays refuserait d'intégrer l'OTAN, les États-Unis lui ont dit non. Et donc, du coup, les États-Unis veulent que les Russes s'enlisent dans l'Ukraine. Et donc, du coup, les deux grands pays majeurs veulent que le conflit dure plutôt longtemps. Et on ne voit pas d'issue diplomatique tant qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs qui prennent une initiative. Moi, je pense qu'il faut regarder notamment un pays particulier, c'est la Chine. Est-ce que la Chine peut se poser garant d'une neutralité en Ukraine? Après, vous dites que Vladimir Poutine fait des choix qui sont plutôt irrationnels. Moi, je pense que depuis le début, en fait, il fait des choix qui sont rationnels. Pas des choix, j'ai parlé d'un discours. Oui. Il revisite l'histoire. Mais en fait, c'est quand vous avez une il revisite l'histoire, oui et non. C'est-à-dire qu'il prolonge l'histoire, en fait. Il prolonge la Seconde Guerre mondiale à l'Ukraine actuellement. Non, mais c'est sa lutte contre le nazisme. Non, il la revisite. Il la revisite totalement, pardon. Mais en la prolongeant. Parce que ce qu'il fait là, c'est de lutter contre les nazis, en fait. Non, mais je mets évidemment tous les guillemets qu'il faut et je prends la voix de Vladimir Poutine, malheureusement. Tu as une dernière remarque? Sur les propositions d'Emmanuel Macron, je trouve qu'institutionnellement, elles sont intéressantes pour faire avancer l'Europe. Mais la question essentielle qu'on pose à Emmanuel Macron, c'est pas est-ce qu'il va réussir à faire avancer l'Europe, c'est est-ce que la France sera gagnante de l'issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe? Est-ce qu'il ne va pas faire la même erreur que François Mitterrand avec le traité de Maastricht en 92? Parce que François Mitterrand, quand il fait... Est-ce qu'il faut consulter les Français d'ailleurs sur cette Europe fédérale qu'il imagine? À chaque avancée européenne, il faut poser la question du référendum. Je pense qu'en fait, institutionnellement et de façon sur le plan uniquement des technocrates européens, moi j'en ai dans mon équipe, ils me disent que c'est très intéressant ce que propose Emmanuel Macron. Mais la question qui est clé, c'est est-ce que la France sortira gagnante de ces avancées ou pas? Quand François Mitterrand met en place la zone euro avec le traité de Maastricht, avec l'époque, avec le chancelier Kohl, et au final, la France est sortie perdante de cette affaire. Et donc la France est sortie en poids relatif moins importante que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, en termes de réunification, avait un poids plus important que le nôtre. Sur la question de l'unanimité, il a raison. C'est-à-dire que la France propose des initiatives et certains petits pays, comme l'Irlande ou d'autres, les bloquent. Mais la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'Europe? En 62, le général de Gaulle proposait le plan Fouchet. Et ça a été refusé par les Allemands. Et la question essentielle qui est posée à Emmanuel Macron, c'est si on continue l'élargissement, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Europe passe sous giron américain, parce qu'une grande partie des pays européens, notamment de l'Est, vont supposer la défense américaine et non pas une défense européenne pour se poser par rapport aux Russes. Philippe Benassa, dernier mot avant la... Oui. Mais non, mais autant, c'est pour la justice que je dis ça. Il vaut mieux pour elle, qu'il y ait des conséquences. Mais c'est pour ça parce que dans ce cas-là, on crierait au scandale. C'est pour ça qu'il donne une peine aussi lourde. Parce que c'est un véritable scandale, cette affaire. Parce que quand vous prenez les affaires de droit, déjà, premièrement, ça tue tous les principes juridiques à la question de la séparation du pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il faut rappeler que François Fillon employait sa femme comme ancien député. Deuxièmement, en termes de qualité et de contrôle de travail, c'est pas à la justice de définir quels sont les contrats de travail. C'est l'employeur avec son employé, donc François Fillon avec sa femme. Troisième point, c'est qu'à l'époque où François si elle avait travaillé, franchement... Non, mais les preuves ont été amenées. Apparemment, il y avait un page, et la question, c'est pas de définir est-ce que vous avez travaillé ou pas. La question, c'est de définir est-ce que c'est un abus social ou pas. En termes de député, est-ce que François Fillon a détourné de l'argent public? Le quatrième... Vous êtes quand même d'accord pour dire que ce qu'on lui reproche, c'est un peu... ce qui se faisait à une autre époque. Non, mais surtout, c'est ça, je pense, le point essentiel. C'est le jugement d'une autre époque. C'est qu'en fait, les juges font un jugement anachronique. Ils prennent les affaires de François Fillon en disant que c'était avant la loi de moralisation sur la vie politique. Donc François Fillon n'était pas en question d'illégalité au moment où il l'a fait. Donc ils ont fait passer la morale au-dessus du droit. Et c'est ça qui est grave dans un état de droit. C'est-à-dire que les juges qui doivent défendre l'état de droit se sont attaqués dessus. Et je pense qu'il y a une dernière question, et ça c'est un point personnel. Je pense que politiquement, la France a tourné le dos à son destin. François Fillon a été le meilleur président de la République depuis Georges Pompidou. Et parfois, la France a manqué son destin. Je pense à deux dates précises. François Fillon en 2017 et Philippe Séguin en 95. Je rappelle que vous êtes... C'est pour ça que normalement, quand vous faites un accord, ce qui se passe, c'est que vous dressez des lignes rouges, normalement, à la fois programmatiques et à la fois politiques. Sur les questions du programme, le Parti socialiste s'est assis sur toutes ses convictions et tout ce que le Parti socialiste a construit pendant des années. Sur le plan politique, ils ont accepté des choses, notamment la candidature de Taha Bouaf, celle du genre de Mélenchon qui font entrer la gauche dans une phase de népotisme qui dénonce habituellement. Qui se défend aujourd'hui en disant qu'il est contre un député sortant. Et en plus, ça démontre en fait
fait la tendance de Jean-Luc Mélenchon à être autoritaire et à être hégémonique, hégémonique sur la question de la gauche, dans la mesure où il veut aspirer les autres voix de la gauche, mais c'est pas une union, c'est qu'il impose ses idées aux autres questions de gauche. Il impose ses idées communautaires en investissant Ptah Bouaf, et il impose en fait tout à travers les personnes qu'il investit, il démontre quelle est l'idéologie de ce mouvement qui est indigéniste et anti-républicain, qui vont passer de la gauche à l'extrême gauche. C'est la candidature qui dérange ?